Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui on se retrouve pour le point d'artiste d'hiver, du cœur de l'hiver, où je vais partager avec vous un petit peu ce que j'ai noté ces dernières semaines dans mon bullet journal en termes d'inspiration, de favoris, de contenus qui m'ont inspiré, de jolis objets qui m'ont fait plaisir et ce qui se passe également dans mon atelier d'artiste. Alors pour 2024, ces points d'artiste vont continuer à exister. Ça m'amuse beaucoup de filmer ce genre de vidéos, donc elles vont continuer, mais j'ai décidé de ne plus avoir la rigidité de me mettre la pression de les filmer absolument pour le dernier vendredi de chaque mois, qui était le cas jusqu'à présent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir cette page de bullet journal au fur et à mesure des semaines, à chaque fois qu'il y a des choses dont j'ai envie de vous parler. Et une fois que la page est suffisamment remplie, je filme une vidéo. Maintenant que cela est dit, rentrons donc dans le vif du sujet des inspirations et favoris du mois. J'ai pas mal de choses à partager avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par le thé, tiens. Donc aujourd'hui, je me suis fait un thé de Noël. Thé noir aromatisé, pardon, Christmas tea, pardon, mais ça veut dire thé de Noël en anglais. De chez Daman Frères. Voilà, c'est celui-là qui est là-dedans. J'ai reçu pour Noël ces deux boîtes-là. Donc la version thé noir et la version thé vert. Christmas tea et Christmas tea vert. Ah, c'est du bon franglais, tout va bien. Merci au Père Noël de m'avoir apporté ces deux trucs. Et franchement, il est super bon. Je trouve que c'est un excellent équilibre entre le côté épicé des thés de Noël, vous voyez, et en même temps un côté un petit peu plus gourmand, un petit peu plus fruité. Je trouve très équilibré ce thé. Donc si vous aimez pour l'hiver des thés un petit peu à la fois gourmands, fruités et épicés, je vous invite à découvrir celui-là. Et puisqu'on est dans les objets, deuxième objet qui me fait très plaisir en ce moment, c'est ce sous-verre en forme de feuille qui a été conçu, qui est en bois, conçu avec la marqueterie de la ville de Hakone, qui est une ville au Japon. Donc, vous voyez, c'est du bois classique, et puis sur le dessus, une marqueterie a été assemblée avec des formes géométriques et des couleurs différentes de bois. C'est absolument magnifique, j'adore ça. J'avais ramené un tout petit plateau en marqueterie de Hakone quand j'y étais allée moi-même il y a quelques années. Et là, c'est ma copine et community manager de Café aux Étoiles, Camille, qui me l'a ramené en guise de souvenir quand elle est partie au Japon à l'automne dernier. Donc un grand merci à Camille, je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais merci. Et pour terminer les objets, je me suis trouvée en musardant au BHV Marais une collection de papeterie autour de William Morris. Donc là, la compagnie s'appelle William Morris & Co, je crois. Non, The Original Morris & Co, founded by William Morris in 1861. Donc je suppose que c'est la compagnie qui a hérité de la compagnie initiale de William Morris. Qui est William Morris? William Morris, c'était un... Je crois que j'ai encore son... traduit par Thierry Gilliboeuf, qui s'appelle Travail utile, fatigue inutile. Mais bref, donc ce type-là, en fait, William Morris, c'était à la fois un artiste et designer qui a fait tout un tas de décorations de papier peint, de choses comme ça, comme par exemple celui-ci, ou comme par exemple cela. J'ai découvert d'ailleurs dans mes recherches qu'il a fait un des papiers peints de Balmoral en Écosse, qui me permettra de vous parler après de la série télé que j'ai regardée ce mois-ci. Bref, in any case, donc au BHV ils avaient toute une collection William Morris avec des carnets. Ça c'est mon carnet à part le singe du moment. Ça c'est un set de papeterie avec tout un tas de notes et de post-it et de machins comme ça que j'utilise pour noter mes tâches, mes mémos, mes rappels que je vais coller après dans le bullet journal. J'ai vu qu'ils avaient aussi un set de ce type là avec du papier à lettres et des enveloppes. Donc je me suis offert ça parce que j'aime beaucoup les designs de William Morris, que j'ai même pas fini de présenter du coup. Donc il a fait des designs comme ça, mais c'était aussi un... Enfin, c'était un entrepreneur, hein, mais c'était aussi un
sorte de philosophe, je sais pas trop comment on pourrait dire ça. C'est le fondateur, attendez, je vais dire ce qu'il y a marqué là. Alors c'est le fondateur du mouvement Arts and Craft. Et il était activiste libertaire, nourri d'idéaux socialistes. C'est pour ça qu'il nous vient de lui pas mal d'écrits, en plus de son art. Et je l'avais connu à l'époque à travers une citation où il disait « N'ayez rien chez vous que vous ne sachiez beau ou qui ne vous soit utile ». Donc il avait ce petit côté précurseur du minimalisme qui me plaisait bien. Et j'ai hâte de lire du coup sa vision du travail et de la fatigue et de ce genre de choses. Et en attendant, en tant qu'artiste, c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant dans justement la façon qu'il a eu de créer ces motifs autour de la nature avec un côté très géométrique. C'est un peu pré-art nouveau, je trouve ça magnifique. Ce qui me permet de faire la transition avec les créations artistiques du moment. Et en termes d'illustration, alors en termes d'illustration, j'ai pas peint d'originaux, j'ai pas fait grand chose. Pourquoi? Parce qu'en fait en 2023 j'ai mis beaucoup l'illustration au premier plan en créant plus de 26 capsules de papeterie créative pour la boutique de Café aux Étoiles par exemple. J'ai vendu des originaux, j'ai vendu des tirages d'art, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. La boutique va rouvrir. Quand elle sera passée, je suis en train de la passer sur Shopify, quand elle sera passée sur Shopify elle va rouvrir et je vais avoir des collections permanentes qui vont rester aussi longtemps que je peux au cours de l'année, sauf quand je vais faire des pauses, quand je vais partir en vacances ou quand j'aurai trop de travail par ailleurs. Mais voilà, je vais continuer à exploiter et à diffuser mon art illustratif. Je fais essentiellement de l'aquarelle et de l'encre si vous ne le savez pas. Mais cette année, je veux plutôt me focaliser sur l'écriture, on va y revenir. Et du coup, à part les capsules pour les mécènes de Patreon il y a deux paliers. En fait, Patreon, c'est une plateforme de mécénat créatif qui vous permet de soutenir financièrement différents artistes, créateurs et créatrices de contenu, voilà, plein de personnes qui se mettent sur Patreon et qui offrent la possibilité de soutenir financièrement leur travail. Moi, je me suis mise dessus il y a plusieurs années à l'époque pour soutenir Bulle Nomade, qui est mon podcast que je produis gratuitement sur mon temps et mes deniers personnels, et que je tiens à ce que ça reste sans pub, malgré le fait que mon hébergeur Spreaker est une option maintenant de monétisation via des annonces publicitaires. Moi j'ai pas envie d'activer ce truc là, donc tant que c'est pas obligatoire, je ne l'active pas. Et du coup j'avais lancé ma page Patreon, donc sur patreon.com/FloriTaylor, pour permettre aux personnes qui souhaitent soutenir la production des contenus gratuits, donc d'abord le podcast puis cette chaîne YouTube, puissent le faire en me donnant de l'argent tous les mois pour que je puisse continuer à faire ça. Et ça permet aussi de soutenir mon art. C'est grâce aux mécènes que j'ai pu m'acheter il y a 2 ou 3 ans maintenant la machine à découper qui me permet maintenant de faire les stickers, etc. Et du coup maintenant que j'ai acheté cette machine, il y a 2 paliers de Patreon, Matcha Latte et Thé d'Exception, qui reçoivent des lettres de papeterie tous les mois. Donc je vais continuer à produire ces lettres de papeterie. Si je suis inspirée de peindre, en fait j'ai envie d'avoir une approche beaucoup plus expérimentale de la peinture en 2024, c'est-à-dire peindre ce qui me fait envie, affiner mon style artistique, peindre en m'amusant, pas mettre la pression justement du résultat et de créer tant et tant de collections, etc. etc. Après si je crée des choses qui me font plaisir, je prendrai le temps de les numériser, d'en faire de la papeterie créative, et bien sûr que je prendrai le temps de mettre en ligne sur la boutique de Café aux Étoiles les originaux ou les tirages d'art que je vais créer au courant de l'année, mais je me mets pas d'objectif là-dessus, je préfère me focaliser sur l'écriture. Et pour terminer avec William Morris, du coup la capsule des mécènes qui m'ont soutenu en décembre 2023 et qui vont recevoir leur capsule en janvier 2024, nous sommes le 16 janvier au moment où je filme cette vidéo, vont recevoir une capsule de papeterie créative autour de William Morris. Donc, je sais pas si vous verrez bien, soit vous voyez bien là, soit je ferai des plans, mais j'ai prévu 2 planches de stickers comme celle-ci. Donc le fond sera pas beige, hein, c'est pour que vous puissiez voir où ça va se découper, où j'ai utilisé un petit peu des motifs William Morris qui sont aujourd'hui libres de droit, qui me permettent de créer ce genre de papeterie créative. Et j'ai également prévu une carte postale que je trouve magnifique. J'ai hâte de l'imprimer pour la mettre chez moi. Voilà, une carte postale au format A6. Donc les mécènes de décembre vont recevoir ça. Ça m'inspire tellement, William Morris, je me suis dit que j'avais envie de le mettre dans mon bullet journal et par extension
permettre aux mécènes qui reçoivent ma papeterie tous les mois de le mettre également dans leurs différents carnets créatifs si le cœur leur en dit. Pour terminer la partie créative dans l'atelier de ce point, j'ai donc décidé en 2024 de me focaliser davantage sur l'écriture. On en reparlera plus en détail puisque j'ai prévu de vous filmer une vidéo où j'ai utilisé le voyage créatif qui est ma structure qui permet de canaliser différents types de réflexions créatives et sereines en utilisant des outils créatifs. Donc j'ai utilisé ma propre structure du voyage créatif pour mettre un petit peu à plat mon rapport à l'écriture créative et je me suis rendu compte au final que le besoin qui sous-tend tout ça, c'est tout simplement le besoin de m'exprimer à travers l'écriture, que j'ai vachement mis l'écriture de côté ces dernières années, au profit de l'illustration, au profit de la maison d'édition, ce que je regrette pas du tout. Quand on est artiste pluriel, y a des moments où certains modes d'expression créatifs prennent le dessus sur d'autres et c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Je ressens aucune culpabilité d'avoir mis l'écriture de côté pendant quelques années. Même côté création de contenu, je me suis retrouvée à faire davantage de podcasts et de vidéos que de format écrit. Mais je constate que ça me manque et donc j'ai comme intention en 2024 de considérer l'écriture en priorité par rapport aux autres modes d'expression pour renouer avec ça. Et j'ai notamment ce mois-ci repris le manuscrit de l'Office des enquêtes discrètes On Paris dont je vous parle depuis plus de 2 ans parce que je l'ai écrit il y a 2 ans et je l'ai fait bêta lire l'an dernier. J'ai fait bêta lire fin 2022 et dans la première moitié de 2023 j'ai corrigé à peu près la moitié du manuscrit à partir de cette bêta lecture là. Et là je décide de reprendre les corrections mais en affinant le ton et en le réécrivant. En fait le scénario va rester le même puisque c'est une enquête un peu cosy avec différents personnages qui viennent aider l'héroïne à mener sa petite enquête, etc. Dans une ambiance un petit peu victorienne mais dans un univers imaginaire, un petit peu steampunk, avec des histoires d'aristocrates mais avec de la magie. Voilà, j'ai fait un petit truc un petit peu un petit peu farfelu et je vais garder la trame principale simplement. Je voulais réadapter un petit peu le ton pour que ce soit un petit peu plus soutenu, pour coller au côté un petit peu fantasy, et en même temps que le ton soit un petit peu plus mature, que mon héroïne soit un petit peu moins enfantine parfois. Donc je suis en train de retravailler ça, j'ai hâte puisque ce sera la première publication probablement au format numérique et papier de la collection Café Litté de Café aux Étoiles, puisque depuis 2 ans que la maison d'édition existe, j'ai toujours pas trouvé le temps ou pris le temps de sortir la collection littéraire et je voulais commencer avec mes propres textes pour essuyer un petit peu les plâtres avant de publier des textes d'autres personnes et donc j'aimerais bien sortir ce texte là cette année. Et puis bien sûr il y a la collection Café Serré avec les nouvelles et novellas qui va commencer avec les journaux exobotaniques qui est la nouvelle que j'avais publiée à l'époque sur ma boutique à moi avant de lancer ma maison d'édition. Et dans cette collection là vont également sortir les textes qui seront retenus de l'appel à texte Hope Punk qui s'est tenu à l'automne dernier. J'ai reçu plusieurs dizaines de textes que j'ai pas encore eu le temps de commencer à relire, mais ça va se faire cet hiver. Bref, tout ça pour dire que c'est l'écriture qui va prendre la part du lion en 2024. En tout cas, c'est mon intention aujourd'hui, aussi bien en tant que médium d'expression créative pour moi-même que pour la maison d'édition. J'aimerais vraiment, si je fais une chose cette année avec Café aux Étoiles, j'aimerais que ce soit la fichue sortie de Café Litté. Voilà. Et donc pour la deuxième partie de ce point d'artiste, je vais vous parler un petit peu des différents contenus, produits culturels, etc. qui m'ont inspiré ces dernières semaines. Si j'en fais ma petite liste sur la bullet journal. Alors, en termes de podcast, j'ai découvert un podcast anglophone qui s'appelle Huberman Lab, qui est ultra intéressant parce que le mec c'est un... Je sais pas s'il est pas neurologue ou un truc comme ça. En tout cas, il étudie à travers la science du cerveau comment fonctionne la psychologie humaine. Et du coup, c'est ultra intéressant parce qu'il fait des podcasts qui durent plusieurs heures sur un sujet en particulier et où il prend le temps de discuter en profondeur de l'état de la recherche scientifique sur le sujet, des différentes conclusions qui ont été tirées au fil des années. Il vient expliquer pourquoi telle ou telle théorie a été confirmée ou au contraire
controversé, c'est hyper intéressant. En fait, c'est typiquement le genre de contenu que j'adore, parce que c'est un contenu qui prend le temps d'aller en profondeur, d'expliquer le pourquoi du comment des choses, de rentrer dans les mécanismes de fonctionnement profond, de pourquoi on fonctionne comme ça en tant qu'être humain, tout en restant, en tout cas je trouve, abordable et compréhensible. Donc là je suis en train d'écouter, parce que je les écoute en plusieurs fois les podcasts tellement ils sont longs, un podcast sur le fonctionnement de la volonté et de la motivation, c'est super intéressant. Alors maintenant, si vous parlez pas anglais, le plus proche que je peux vous conseiller en français que j'aime bien, c'est Grand Bien vous fasse, l'émission de France Inter qui est disponible en podcast, où ils invitent en général différents scientifiques, médecins, professionnels, etc. et où ils rentrent, c'est loin de rentrer autant dans le détail que Huberman Lab, mais là comme ça, le premier truc qui me vient en tête en version francophone, c'est celui-ci. Donc si vous comprenez l'anglais oral, je vous invite vraiment à découvrir Huberman Lab, je suis absolument enchantée. Tant qu'on est dans le dématérialisé, j'ai également regardé la dernière saison de la série The Crown sur Netflix, qui est une série maintenant terminée en 6 saisons à propos du règne de la reine Elisabeth II et de la couronne anglaise et de la famille royale anglaise, donc entre 1945 et 2005 en gros, quelque chose comme ça. Donc au fil des saisons, on voit différents aspects on voit l'histoire de la reine d'Angleterre. Ils ont pris 3 actrices différentes au total pour faire la reine jeune, la reine d'âge moyen et la reine âgée. Et franchement, j'ai adoré cette série. Je trouve que c'est difficile pour des scénaristes de rendre intéressant une série qui est en fait biographique, puisque c'est des vraies personnes avec des vrais événements. Et je suis vraiment impressionnée déjà par la qualité du jeu des différents acteurs et actrices, c'est incroyable, et ensuite par la manière dont les scénaristes réussissent, que ce soit à l'échelle d'une saison ou à l'échelle d'un épisode, à rendre intéressant des événements historiques, à rendre intéressant une famille royale, sachant que moi à la base je suis pas bien monarchiste, hein, donc c'est pas trop c'était pas trop ma tasse de thé à l'origine, mais franchement ils ont réussi à rendre ça ultra intéressant. Là la dernière saison, c'est années 90 et début 2000, donc il y a le décès de Lady Diana, ce genre de choses. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Je trouve que la série se conclut de manière très touchante. On a pleuré avec mon mari dans le dernier épisode. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est vraiment une série qui est de grande qualité. Je vous invite à la découvrir si ce n'est pas encore fait. Donc The Crown sur Netflix. Enfin, j'ai réservé le plus long pour la fin, les bouquins. Déjà, je vais commencer par vous parler de liseuse, parce que je me suis fait offrir une Kindle à Noël. Et du coup, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous parler un petit peu de la Kindle et de la Kobo. Donc la Kobo, ça fait 2 ans que je l'utilise. La Kindle, ça fait un peu moins d'un mois que je l'utilise, mais je suis abonnée à Kindle Unlimited depuis le mois de septembre. Et j'ai utilisé l'abonnement, enfin j'ai utilisé l'application Kindle sur l'iPad pendant 4 mois avant d'avoir la liseuse. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de vous en parler un petit peu, comparer les deux supports déjà, et ensuite les différents services, si jamais vous envisagez de passer à la lecture électronique si c'est pas encore le cas et que vous hésitez un petit peu entre les deux. Sachant que bien évidemment, première chose à préciser, vous n'êtes absolument pas obligé de vous procurer les deux, hein. Il faut savoir que je suis à la fois une grosse lectrice, j'ai lu plus de 150 livres en 2023, à en croire Goodreads. Donc c'est vraiment mon loisir principal en tant qu'être humain, quoi, dans ma vie privée. En plus de quoi je suis autrice de fiction, en plus de quoi je suis directrice d'une petite maison d'édition. Donc bien évidemment que la lecture a une grande importance à la fois personnelle et professionnelle pour moi, donc ça a du sens de me procurer 2 liseuses si j'en ressens l'intérêt, je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est pas du tout une recommandation que je vous fais de vous acheter 2 liseuses si c'est simplement votre loisir, hein. J'ai donc une Kobo et une Kindle, ceci étant à part, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, la différence entre les deux. Alors en termes de machines, je trouve qu'elles sont assez équivalentes. Donc la Kobo, c'est la Kobo Libra 2 qui date d'il y a 2 ans.
Et la Kindle, c'est la Paperwhite qui date de l'année dernière, la version 2023. Et elles sont très très équivalentes en termes de prix. Elles tournent dans les 150 €, je crois. Peut-être un petit peu moins. Bon, on est dans cette gamme de prix là. Et elles ont, je crois que l'écran fait la même taille à peu près. Et elles ont toutes les deux les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'elles sont rétroéclairées. Vous pouvez changer le rétroéclairage pour qu'il soit un peu plus bleu ou un peu plus jaune en fin de journée. Vous pouvez changer l'intensité du rétroéclairage. Elles sont étanches entre guillemets dans le sens où vous pouvez lire sur la plage ou dans le bain avec. Je pense pas qu'il fait... Enfin, pas essayer de la plonger dans l'eau, je pense pas que ce soit possible. Mais en tout cas, si elle prend des gouttes dans le bain ou sur la plage, etc., ça va pas l'empêcher de fonctionner. Voilà, donc c'est vraiment la même gamme de liseuses. Les différences, alors... Vous voyez qu'il y en a une qui a des boutons en plus sur le côté. Alors celle-ci, je la trouve plus facile à prendre en main en fait, avec les boutons qu'il y a, enfin avec le truc qu'il y a sur le côté en plus. Et le bouton d'allumage est derrière, ce qui est pas mal pour la poser sur un repose tablette ou un truc comme ça pour la lire. Contrairement à celle-ci qui a son bouton d'allumage en dessous, et ça m'est déjà arrivé de l'allumer par erreur en fait. Voire de la redémarrer parce que je l'avais posée, que ça appuyait sur le bouton de démarrage. Je trouve que le bouton de démarrage ici est beaucoup mieux situé que ici. Par contre, le fait que celle-ci soit un petit peu plus étroite, comme vous pouvez le constater là, ça me permet de le prendre directement dans une main. Et là c'est différent, enfin je peux le porter comme ça, mais il est trop large pour que je le porte directement à la main comme ça. Donc voilà, celle-ci est un peu plus compacte. Les deux sont vraiment très très équivalentes. Bien entendu, la différence principale, c'est que la Kindle est connectée à Amazon. Donc vous ne pouvez acheter que, ou pratiquement que, sur la boutique Amazon. C'est le plus simple d'acheter sur la boutique Amazon. Je crois que c'est possible hein, par exemple, si vous achetez un EPUB libre de DRM, c'est possible de le transformer en format AZW3, là, qui est le format Amazon, et de venir le mettre dans la liseuse. C'est possible, mais c'est super chiant. La Kobo, quant à elle, elle est connectée au magasin Kobo, donc c'est Kobo, Rakuten, je crois qu'il y a Barnes & Noble, enfin bon, à partir de ce réseau-là, quoi, le réseau Kobo, Rakuten et compagnie. Vous avez également accès à une boutique en ligne directement sur la liseuse. Je crois qu'il y a un équivalent de Kindle Unlimited qui s'appelle Kobo... Kobo quelque chose. Non, je sais pas. Boutique Kobo. Voilà. Et par contre, le format compris par la Kobo, c'est le format EPUB, qui est le format le plus standard, et qui vous permet d'avoir accès, d'acheter vos e-books via plus de boutiques en ligne différentes, notamment des boutiques qui proposent des EPUBs sans DRM par exemple, ou si vous voulez soutenir certains revendeurs en particulier d'e-books, c'est plus facile, ou si vous voulez télécharger des e-books libres de droit, par exemple sur le site Gutenberg où j'ai récupéré les essais de Montaigne par exemple, vous les téléchargez en EPUB et c'est beaucoup plus facile de les transférer sur la Kobo. Donc c'est ça en fait finalement le point, à mon sens, qui pourrait vous aider à choisir entre les deux, c'est vraiment le format, et si vous souhaitez soutenir finalement Kindle, donc Amazon, ou pas. Personnellement à l'époque, il y a 2 ans, quand je suis passée au numérique, j'ai choisi Kobo, justement parce que je voulais pas donner plus d'argent que nécessaire à Amazon, pas forcément envie de soutenir activement Amazon, et parce que le format EPUB me permettait de plus facilement de soutenir différents distributeurs d'e-books. Et j'en suis très contente, hein. Je la branche sur l'ordinateur, je transfère les EPUB que j'achète, etc. J'en suis très très contente. Du coup, mais pourquoi as-tu acheté une Kindle, me demanderez-vous? J'ai acheté une Kindle à cause de Kindle Unlimited. En fait, je lis beaucoup en anglais. 90% de mes lectures sont en anglais. Et parmi ces lectures-là, une bonne moitié sont des livres auto-publiés. Et il y a beaucoup d'autrices anglophones auto-publiées qui choisissent, c'est même pas que beaucoup, c'est l'immense majorité, qui choisissent de se publier exclusivement sur Amazon. Plein de raisons économiques pour ça, la principale étant qu'Amazon offre des avantages incroyables aux auteurs, autrices et maisons d'édition qui choisissent de se distribuer exclusivement sur Amazon pour la version numérique. Donc
Il y en a beaucoup qui choisissent ce mode de distribution là pour le numérique, dont une partie des autrices auto-éditées qui choisissent un modèle d'affaires assez intéressant qui consiste à mettre leurs livres sur Kindle Unlimited, qui est un peu le Netflix ou le Spotify du livre électronique d'Amazon. Donc vous payez 10 balles par mois et vous avez accès à toute une bibliothèque en emprunt libre et illimité d'e-books. Et en fait, en essayant de soutenir certaines de ces autrices indépendantes, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'autre choix que de lire leurs livres sur Kindle Unlimited. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de Patreon, elles n'ont pas de... les e-books sont pas disponibles ailleurs que sur Kindle Unlimited, et donc si je voulais les soutenir financièrement, en fait c'était soit acheter des versions papier que je me faisais envoyer depuis je sais pas où, etc. Ce que j'ai pas envie de faire. Parce que la raison pour laquelle je suis passée sur le numérique, c'est parce que j'en ai marre de remplir mes étagères de bouquins papier que je vais lire qu'une fois. Soit m'abonner à Kindle Unlimited. Donc du coup, en septembre dernier, j'ai fait le choix de m'abonner à Kindle Unlimited. Mais parce que je lis peut-être 5 ou 6 bouquins par mois sur Kindle Unlimited. Donc ça me permettait de soutenir financièrement toutes ces autrices auto-éditées avec un seul abonnement quelque part. Et je me suis mise sur l'iPad pendant plusieurs mois parce que je voulais voir si ça allait tenir la distance, si j'allais trouver suffisamment de titres publiés sur Kindle Unlimited pour que vraiment j'en lise suffisamment chaque mois. Et au bout de 4 mois, je me suis rendu compte qu'effectivement j'utilisais suffisamment souvent Kindle Unlimited. Et la boutique Kindle pour celles et ceux qui se publient de manière exclusive sur Amazon et qui ne sont pas disponibles ailleurs, pour justifier l'achat d'une Kindle que j'ai demandé au Père Noël. Voilà, vous avez toute l'histoire. Donc pour clore cette histoire de liseuse, à vous de voir, en fonction de vos habitudes de lecture, est-ce qu'il y a suffisamment de lecture de petites maisons d'édition ou d'auteurs et autrices auto-publiés que vous souhaitez lire et soutenir qui ne sont disponibles que sur Amazon pour que ça justifie d'acheter plutôt une Kindle? Ou est-ce que c'est quelque chose de suffisamment sporadique pour éventuellement mettre l'application Kindle sur un téléphone ou une tablette et par contre acheter la Kobo qui vous permet d'avoir accès à davantage de magasins en ligne et puis surtout des magasins indépendants qui permettent de ne pas soutenir Amazon. Donc c'est à vous de voir si le plus important pour vous c'est la valeur de boycotter Amazon ou si la valeur la plus importante pour vous c'est de soutenir le travail des auteurs et autrices indépendantes. Et en étant indépendante et petite maison d'édition moi-même, j'ai choisi de soutenir le travail des auteurs et autrices indépendantes en premier lieu, d'où le fait de m'abonner à Kindle Unlimited et de m'acheter une Kindle. Pour terminer ce point du mois, quelques livres que j'ai lus et appréciés ces dernières semaines. J'ai fini par lire Légende et Latte par Travis Baldree, qui est sorti en français chez Inis. Moi j'ai lu en anglais sur la liseuse. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour lire? Donc c'est de la cozy fantasy et c'est une aventurière orque qui, après 20 ans d'aventure, s'est mis un petit pactole de côté et décide de l'utiliser pour ouvrir un café après avoir découvert cette incroyable boisson torréfiée chez les gobelins. Donc elle se fait livrer une machine à café, elle se fait livrer des grains de café et elle décide d'ouvrir un café. Et donc tout le bouquin consiste à la suivre tandis qu'elle vit différentes difficultés autour du fait de trouver un local, d'ouvrir son café, de commencer à le faire connaître, et puis elle s'entoure de différents alliés au fil de cette aventure-là. Donc c'est une aventure très cosy, très douce, qui fait vraiment chaud au cœur. Moi qui adore le café, je me suis régalée de A à Z. Je l'ai lu très rapidement pendant les vacances de Noël, j'ai adoré. Et pourquoi j'ai mis longtemps à m'y mettre alors que c'est typiquement le genre de lecture que j'aime, c'est parce qu'il a eu énormément de succès en 2023, beaucoup de gens en ont parlé et je voulais pas être déçue. Les bouquins comme ça qui ont beaucoup de popularité, j'aime pas les lire dans le feu de l'action comme tout le monde parce que j'ai peur d'être influencée par ce que j'entends autour du livre, etc. Et j'ai peur du coup que ça me déçoive ou que ça m'influence. Et du coup j'ai préféré attendre que ça retombe un petit peu, qu'on en parle un petit peu moins avant de le lire. Et je ne suis pas déçue. Si vous aimez la fantaisie, si vous aimez les ambiances un peu plus cocon, chaleureuses, qui montrent la partie plus coopérative et solidaire de la nature humaine,
je vous invite à découvrir Légende et Laté, c'est un vrai plaisir à lire. Et entre temps, Travis Baldree a sorti d'autres livres dans le même univers, qui sont désormais dans ma pile à lire pour les mois qui viennent. Ensuite, j'ai terminé la série principale, Fever, de Karen Marie Moning, qui s'appelle la série Michaela Lane en français, je crois. Alors elle a continué à publier d'autres machins après, mais il y a une série principale qui se tient sur 5 tomes. Donc c'est de l'urban fantasy, adulte-ish, qui se passe à Dublin, avec une héroïne américaine qui débarque à Dublin parce que sa sœur a été assassinée et qu'apparemment il mène pas l'enquête, et qui découvre que le monde des fées existe, donc basé sur la légende, les légendes celtiques, donc avec la cour Seelie, la cour Unseelie, les fées qui sont cachées, enfin qui sont enfermées derrière un voile, tous ces trucs-là qui sont des créatures dangereuses, monstrueuses, prédatrices. Et j'avais beaucoup apprécié les 2 premiers tomes, justement parce que donc cette Michaela, elle arrive à voir à travers le glamour des fées. Donc elle se rend compte que ces fées vivent parmi nous alors que l'humanité n'est pas au courant de leur existence. Et les fées sombres, Unseelie, m'ont beaucoup fait penser aux yokai japonais. Ils ont différentes formes, différentes manières de se nourrir de l'énergie humaine. Et j'avais trouvé ça assez intéressant d'avoir une approche plus sombre des choses. Maintenant que j'ai lu tout l'arc en fait, hein, les 5 tomes, c'est vraiment un arc, comme si vous lisiez un seul grand bouquin divisé en 5, hein, quelque part, qui dans le tome 1 pose tous les mystères. Donc qui est Michaela, pourquoi est-ce qu'elle peut voir à travers le glamour des fées, qui a tué sa sœur, qui est son allié mystérieux qui s'appelle Jericho Barons, il y a différents autres, on va dire, sociétés plus ou moins alliées qui s'ajoutent à tout ça. Et donc à la fin du tome 5, on a les réponses à toutes ces questions-là, donc il y a une certaine satisfaction narrative à lire les 5 tomes. Et c'est d'urban fantasy plutôt sombre, avec beaucoup de violence, parfois assez gratuite je trouve. J'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé le côté mystère, etc. J'ai ressenti une satisfaction à la fin du 5e tome quand les réponses à toutes les questions qui ont été posées arrivent. J'ai bien aimé le fait que ce soit un univers un petit peu plus sombre et que les fées soient dangereux et prédateurs plutôt que d'être juste des beaux gosses qui tombent amoureux de gamines de 19 ans comme on peut le voir dans le Young Adult. En revanche, déjà les tomes 3 et 4 s'arrêtent sur un cliffhanger, donc ça s'arrête sur vraiment une situation de tension extrême où on a envie de savoir la suite tout de suite. Et j'ai trouvé, enfin je trouve que cette technique narrative est un petit peu artificielle, donc j'étais un petit peu déçue par ça. J'ai trouvé que c'était lent. Franchement, les 5 tomes auraient pu être une trilogie, ça aurait marché tout aussi bien, parce qu'il y a pas mal de ventre mou en fait au fil de la série. Et j'ai trouvé que la gestion du mystère était un petit peu artificielle, dans le sens où pendant 4 tomes et demi, Michaela ne sait pratiquement rien, alors qu'elle est entourée de gens qui savent tout, et qui choisissent volontairement de ne rien lui dire, et j'ai trouvé ça très frustrant. Autant dans le tome 1, pourquoi pas, utiliser cette technique narrative là de les personnages secondaires le savent mais choisissent de ne rien dire à l'héroïne, de la laisser dans l'ombre, quand ils la connaissent pas, qu'ils savent pas qui elle est, pourquoi pas. Mais au fil des tomes, il devient quand même, elle se rapproche de certaines personnes, ça devient quand même assez évident qu'ils ont besoin d'elle, et ils continuent quand même à l'antagoniser, à ne rien lui dire, à lui mentir, etc. Et j'ai trouvé que cette technique de cacher l'information au lecteur pour nous faire lire la suite est très vite devenue pénible au fil de la série. Il y a un moment donné où Jericho Barons, là j'avais envie de lui taper la tête contre les murs. Autre chose que j'ai pas apprécié, c'est que j'ai trouvé que le sombre était un petit peu artificiel. Un peu comme quelque chose d'adulte, mais qui retient une certaine immaturité. C'est-à-dire ce fameux adulte que j'aime pas et que j'ai créé Café aux étoiles pour trouver une alternative. C'est-à-dire de se dire, regardez, moi c'est adulte, donc va y avoir de la violence, va y avoir de la torture, va y avoir des viols, va y avoir des machins, va y avoir des trucs comme ça. J'aime pas en fait cette espèce de surenchère de violence gratuite pour nous rappeler que non non c'est pas pour les jeunes, regardez c'est pour les adultes. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop appuyé et que malgré tout les personnages manquaient pas mal de maturité émotionnelle, l'univers en général manquait de maturité. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui sont immortels, qui sont millénaires, etc. et qui se comportent quand même
comme de jeunes adultes mal ajustés qui ont des problèmes de gestion émotionnelle. Du coup, au final, j'étais un petit peu déçue pour une série soi-disant sombre et adulte, par le manque de maturité, par le manque de nuances, on va dire, dans le côté sombre, sans compter que j'ai trouvé, donc, il y a un aspect romantique, hein, l'héroïne elle a une espèce de triangle amoureux pendant plus de 4 tomes et elle finit avec un des 2 types à la fin de la série, et j'ai trouvé cette sous-intrigue amoureuse assez toxique, ça m'a pas amusée. Mais Jericho Barons il m'amuse pas du tout. Il m'amuse pas du tout, c'est un des personnages masculins d'Urban Fantasy que j'apprécie le moins. Donc, conclusion mitigée pour la série Fever. Je suis quand même contente d'avoir lu les 5 tomes pour connaître les réponses aux mystères. Mais je sais pas si je vous le conseille en fait, hein. À voir. Et par contre, pour terminer avec les découvertes de fiction sur justement un contrepoint à la série Fever, j'ai découvert une autrice que j'adore, hein, qui s'appelle Elizabeth Hunter, qui écrit également de l'urban fantasy mais avec des vampires. Je l'ai découverte parce qu'elle figurait au sommaire d'une anthologie de nouvelles de novella de fantasy avec Grace Draven et Jeff Kennedy, qui sont 2 autrices de romances de fantasy pour adultes que j'adore, où justement elles créent vraiment des univers adultes dans le sens maturité des personnages, nuance des émotions, richesse de l'univers, et pas dans le sens créer du sombre et de la violence juste pour dire qu'on n'est pas jeunesse, voyez. Donc je me suis dit, j'aime beaucoup ces 2 autrices-là, peut-être que cette mystérieuse Elizabeth Hunter me plaira. Et donc j'ai lu 2 livres d'elle, qui sont dans le même univers, qui s'appelle Elemental Mysteries, qui est donc de l'urban fantasy avec des vampires, qui ont de la magie élémentale. C'est-à-dire que quand un humain est tourné en vampire, son énergie immortelle lui donne une affinité avec un élément, donc soit le feu, l'air, l'eau ou la terre. Ils vivent parmi nous dans notre monde, à l'insu des humains, sachant qu'il y a quand même quelques humains qui sont au courant, notamment ceux qui sont sous l'égide des vampires, donc qui sont protégés par les vampires, ou bien on découvre que certaines institutions humaines sont au courant que des immortels vivent parmi nous, et du coup ont, on va dire, une espèce de section particulière pour gérer les immortels qui sont là pendant des centaines d'années. C'est un petit peu ça. Et ce qui est marrant, c'est que le premier livre que j'ai lu d'elle s'appelle Building from Ashes et se passe essentiellement à Dublin. Je voulais changer par rapport à Fever et je pensais qu'elle écrirait de la fantasy plus médiévale, et je me suis retrouvée sur une urban fantasy qui se passe à Dublin, donc c'était un petit peu ironique. Et en même temps, ça a permis de mettre vraiment en regard le genre de truc adulte que j'aime moins versus le genre de truc adulte que j'aime beaucoup. Parce que du coup, je trouve que la grande force d'Elizabeth Hunter, c'est de créer des personnages qui sont crédibles en tant qu'êtres immortels. Ça m'a un petit peu fait penser à Highlander, à Duncan MacLeod, si vous connaissez cette série-là. C'est-à-dire que les vampires qu'elle décrit, donc il y a Giovanni, qui est le héros de la série Elemental Mysteries, qui fait 4 tomes, dont j'ai lu le tome 1, et il y a Carwyn, qui est également un vampire immortel, qui est un ami de Giovanni, qui est millénaire et qui est un prêtre gallois, qui est prêtre depuis 1000 ans, qui est un personnage secondaire dans Elemental Mysteries et qui est le héros du standalone Building from Ashes. Et j'ai trouvé que ces vampires étaient à la fois, comment dire, élégants, cultivés, avec une certaine philosophie de vie, une certaine vision du monde que je trouve crédible de la part de quelqu'un qui vit pendant des centaines d'années. Et en même temps, ils ont une personnalité très particulière chacun, ils ont quand même des émotions, ils ont quand même des instincts en tant que vampires, et je trouve qu'elle a vraiment écrit des personnages immortels, qui sont matures, qui sont nuancés, qui sont ultra intéressants. Ça m'a vraiment fait un grand plaisir. Ça m'a un petit peu fait penser au personnage immortel de la série Elder Races par Thea Harrison, qui est aussi une série d'urban fantasy, romance paranormale, adulte, dans le sens mature du terme. Et notamment Giovanni m'a beaucoup fait penser à Xavier, qui est le héros vampire du livre qui s'appelle Knight's Honor, de la série Elder Races. Je trouve beaucoup de similarités entre les deux. Ah, voilà, et l'autre raison pour laquelle j'apprécie beaucoup l'urban fantasy un petit peu romantique d'Elizabeth Hunter, c'est que c'est finalement très interpersonnel et qu'elle rentre dans l'émotion des personnages
et qu'on les voit évoluer. C'est très lent, hein, ça se passe sur plusieurs années. Building from Ashes qui est un stand-alone, donc avec Carwyn, le vampire millénaire qui est prêtre, et l'héroïne s'appelle Brigitte, c'est une Irlandaise catholique qui a été sauvée par un couple de vampires d'une famille abusive et qui se retrouve sous l'égide en fait d'un couple de vampires, et c'est Carwyn qui la sauve. C'est pas un membre de ce couple qui la sauve, hein, mais il fait partie de la famille étendue de ce couple. Et en fait, à mesure qu'elle gagne l'âge adulte, elle doit gérer le trauma de l'abus qu'elle a subi quand elle était enfant, et en même temps elle se rapproche un petit peu de Carwyn. Quand elle devient adulte, leur relation devient plus intime, ou en tout cas il y a de l'amour qui vient se mettre en plus, de l'amour romantique qui vient se mettre en plus, et j'ai trouvé que c'était très subtil, que c'était géré de manière très délicate, qu'elle a géré le trauma avec beaucoup de crédibilité et beaucoup d'élégance. C'est-à-dire que Brigitte, elle est traumatisée, et on la voit qui gère son trauma au fil des années, c'est crédible. Contrairement à Michaela, où je trouve qu'elle vit des choses extrêmement traumatiques et qu'elle s'en remet très vite, et que je trouve justement que dans la série Fever, le trauma est pas du tout bien géré. C'est pour ça que je vous dis, ça fait vraiment deux choses en miroir entre une série que j'ai trouvé un petit peu ratée là-dessus, et une série que j'ai trouvé absolument réussie. Donc voilà, je voulais vous partager ça pour terminer la vidéo, parce que c'est assez rare que je trouve une autrice dont j'apprécie à la fois la plume, le ton, la maturité, et qui soit dans les genres que j'aime, donc là en l'occurrence de l'urban fantasy. Donc je voulais partager ça avec vous. Je ne sais pas si elle est traduite en français, je vous mettrai de toute façon les références Goodreads en description de la vidéo, comme ça s'il y a une traduction en français, je vous la mettrai là-dessous. En attendant, j'espère que ce point d'artiste vous a plu, je vous remercie infiniment d'être là et d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire si vous avez déjà si vous avez un avis sur les différents livres que j'ai évoqués aujourd'hui, ou les différentes inspirations que j'ai évoquées aujourd'hui, et si vous avez des recommandations de séries, de lectures, de thé, de papeterie à partager avec nous, n'hésitez pas à les laisser également en commentaire. En attendant, je vous remercie infiniment d'être là, et je vous dis à la prochaine!